Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate. Un podcast qui se veut une table de discussion sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la médecine et surtout à la résidence. Mon nom est Tahir et aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues de toujours, Olivier et Alain. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est encore plus pertinent au jour d'aujourd'hui, le sujet de la santé mentale pour les étudiants en médecine. En espérant que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. On tenait à parler de ça en regard des derniers événements là, qui se sont passés du décès d'un de nos collègues au Québec cette année. Puis on trouvait ça important de peut-être amener notre expérience là, avec tous ces enjeux-là là, qu'on a vécu au cours des 4-5 dernières années. Fait on va vous parler de nous, on va vous parler de un peu ce qu'on voyait autour de nous là, pendant l'externat, pendant la résidence. C'est quoi les mécanismes qu'on a utilisés pour nous aider à travers ça, puis peut-être aussi des pointes de suggestions et d'amélioration potentielle. Ça vous va? C'est parfait comme plan. Fait que premier élément là, que je voulais vraiment aller voir, là, c'est spontanément, là, c'est quoi les enjeux que vous avez vécus en termes de santé mentale pendant toutes vos études médicales, là, les gros événements qui vous reviennent en pensée? Ben moi, je pense que ça a commencé avant même de rentrer en médecine. Je pense que à partir du moment où je suis rentré au cégep et que je me suis fixé comme objectif de rentrer en médecine, cette volonté de overperform, d'atteindre les plus hauts grades en matière de scolarité, de faire un examen comme le Casper, de me préparer aux entrevues de l'MEM, déjà là, ça crée justement ce sentiment d'anxiété, de stress, de pression au niveau de ta santé mentale qui, on pense, va s'améliorer une fois que tu es rentré en médecine parce que c'est fini, tu es en médecine, mais qu'on réalise que genre ça vient juste de commencer. Dans le fond, on pense que ça finit parce que l'objectif est atteint, mais c'est le début, dans le fond. C'est le début, puis je pense qu'on se dit aussi un petit peu la même chose avec la résidence, que c'est fini, je suis placé, mais on réalise que chaque étape vient un petit peu avec son lot de stress, de pression, mais c'est pas l'étape de ta vie qui va déterminer si tu vas être heureux ou pas, si tu vas être anxieux ou zen, si tu vas être bien ou pas bien. En fait, c'est toute l'importance de travailler sur soi pour être capable de travailler à travers ces différentes marées et ces différentes vagues. Toi, Alain? Moi, je pense que j'ai été un peu plus épargné au cégep. J'ai été plus dans un groupe d'amis où est-ce qu'on performait assez bien, mais qui avait moins de stress par rapport à rentrer dans des... pas des spécialités, mais des programmes à l'université très contingentés. Fait que ça a été protecteur. Nous, on était plus en sciences pures et appliquées. Il y a des gens en santé, fait qu'eux, ils étaient plus stressés. Je les voyais de loin. Moi, c'est plus en rentrant en médecine. Il y a eu beaucoup de changements vite. Donc, à la fois rentrer en appart, à la fois commencer à l'université. Et non pas juste commencer à l'université, mais commencer avec la méthode Sherbrooke, qui était... c'était nouveau à ce moment-là. On était à la deuxième cohorte. Oui, la deuxième cohorte, c'était nouveau. C'était nouveau pour moi, c'était nouveau pour le programme. Puis c'était aussi très chargé. Puis il fallait avoir beaucoup d'indépendance pour, dans le fond, étudier la matière. Ça a été comme... ça a été assez laborieux, je vous dirais, au début. Puis après ça, il y a eu, comme tu dis, à chaque étape, ses particularités en termes d'équilibre de vie, santé mentale. Je pense que une fois que tu te rends compte que tu peux pas t'occuper de la santé mentale dans 5 ans, dans 2 ans, il faut que tu t'en occupes maintenant. Parce que le parcours est vraiment long en médecine. Puis il faut pas que tu te dises que je vais m'en occuper quand j'aurai fini ça aussi. Il faut que tu t'en occupes un petit peu en permanence pour avoir un certain... équilibre et rester à flot. Puis comment t'es venu à réaliser ça? Puis une fois que tu l'as réalisé, comment t'es venu pour agir sur cette réalisation-là? Ouais. Ben, c'est parce que moi, personnellement, j'avais des mécanismes, puis ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps.
Il y a du monde qui les a appris au cégep, d'autres à l'université. Moi, je l'ai appris en commençant en médecine. Des mécanismes pour pouvoir venir à bout de toutes les responsabilités qu'on a, toutes les tâches qu'il y a à faire. Puis en même temps, d'avoir du temps pour faire ce qu'on veut. Si on veut, c'est très simple, mais c'est un petit peu ça. Puis moi, j'avais tout le temps, comme on dit, grind dans le passé. Fait que, c'était beaucoup, je fais ma job, puis après ça, je vais vraiment grind avant les examens et tout ça. Et c'est un petit peu moins faisable quand tu as autant de matière en médecine. Fait qu'il a fallu avoir une méthode un petit peu plus comme constante, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'études tout le temps, avec du temps, dans le fond, réservé entre toutes ces périodes d'études et de cours qu'on avait. Moi, personnellement, j'avais tendance, puis je vais juste finir avec ça, une des méthodes que j'avais eues, c'était de couper dans mon sommeil. Je pense que dans mon campus, c'était connu. Puis, j'étais capable quand même, surprenant, de toffer ça assez longtemps. Durant des périodes plus stressantes, je l'avais fait au cégep, je l'ai déjà fait dans le passé aussi plusieurs reprises. Mais en médecine, le problème, c'est que si on commence à faire ça, c'est juste chronique. Là. Ça arrête plus, exactement. Donc, ça, c'était des mécanismes qu'il fallait apprendre en même temps trouver notre méthode à nous, puis don't fall behind. Donc, pas être en arrière sur la matière puis sur les tâches à faire avec l'école. Puis je pense que ça, c'est important pour la santé mentale. Ouais. Puis je vais renchérir là-dessus. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu quand on est rentré... En regardant un peu dans le rétrospectrum, en regardant en arrière, les gens qui sont sélectionnés en médecine, c'est tous des gens très compétents, des gens qui sont très forts à l'école, mais c'est aussi le processus de sélection favorise beaucoup les gens qui sont perfectionnistes. Il faut avoir des bonnes notes pour entrer, ça prend une discipline d'amener ça. Puis après ça, on arrive tous dans un environnement où est-ce que la moyenne des gens est très bonne. Puis on est tous habitués de se comparer un peu. Exactement. Faut de se dire un peu, se faire la moyenne globale de la cohorte, puis se dire, faut pas que je sois en bas de la moyenne, faudrait que je sois au-dessus de la moyenne. Mais quand ta moyenne est déjà excellente, ça fait un petit peu des tensions que tu veux jamais paraître mauvais. Puis on en parlait off-mic un petit peu plus tôt, là, comme tout à Sherbrooke, le gros élément, le bulk du programme, c'est les APP. Puis l'APP est fait en sorte que ça montre, tu peux vraiment montrer tes vulnérabilités auprès de tes collègues. Puis moi, je pense que c'est une des premières parties que le stress chronique a commencé à embarquer de tu veux pas avoir de l'air de la personne qui est pas sharp dans les APP. Quand c'est son moment de parler. Exact. Puis là, tout le monde a un peu cette attitude-là. Puis là, ça fait juste se chroniciser que les APP, c'est un moment que c'est comme un show, là. Les gens vont prendre la balle pour avoir de l'air le plus sharp possible, puis essayer de le mieux cacher le plus possible, genre les parties qu'ils connaissent pas. Puis ça fait juste que tout le monde a de l'air ultra sharp. Puis là, les gens, des fois, ils calculaient même, genre, c'est quand que leur tour allait tomber pour être prêt. C'est fou. Puis finalement, t'arrives, puis quand en rétrospective, on se parle, puis on réalise que hey, on trouvait cette personne-là tellement sharp, puis là, telle autre personne trouvait qu'elle était pas sharp. Puis là, finalement, ça fait juste un cercle que, genre, tout le monde pensait que tout le monde était juste meilleur qu'il était réellement. Puis il y a comme cet enjeu-là qu'on entretient là, de performance et de perfectionnisme qui était peut-être un peu adressé. Là, Puis de manière plus personnelle, je me rappelle très tôt en médecine, on nous avait parlé du ciné, fait que des 4 facteurs potentiels qui peuvent créer de l'anxiété. Puis c'était le C pour le contrôle faible, I c'était les imprévus, N c'était les nouveautés, puis E c'était l'ego menacé. Puis on voit qu'on baigne là-dedans. Fait que le contrôle faible, tu sais pas ce qui s'en vient après, les prochaines étapes, que ce soit la rentrée en médecine, le CARMS, les imprévus, il y en a plein. Puis on va en parler dans cet épisode, mais le plus gros des imprévus qu'on a vécu, c'était la COVID puis ses impacts. Tout était nouveau dans ce programme qui, en plus, lui-même était nouveau. Puis l'ego menacé, personnellement, c'était quelque chose qui m'affectait beaucoup parce que tu es habitué à être super performant, à être parmi les meilleurs. Puis là, tu viens, comme tu as dit, dans ce bain où tout le monde est super performant. Et
je pense que la façon que moi j'ai travaillé dessus, c'est de... À chaque fois que j'ai ce mécanisme qui rentre dans la tête de manière assez automatique de « Ah, lui est bon, lui peut-être, ah, il a fait ça mieux que moi », j'essaie d'y mettre comme une sorte de stop mental très rapidement quand ça apparaît, puis vraiment focusser sur moi-même, puis ça a eu un énorme impact sur la façon que moi je me vois, puis que j'interagis avec les autres, et sur mon degré de stress durant les cours, puis... Puis je trouve ça intéressant, j'avais oublié moi le ciné, mais maintenant que tu en reparles, c'est vrai que... C'est super pertinent. Au début, on reçoit... Ben, ça doit être la même chose dans toutes les universités, mais à Sherbrooke, on recevait beaucoup de cours théoriques sur la santé mentale, alors qu'on n'était peut-être pas si prêt à les écouter puis à les appliquer, ces cours-là. Comme. Puis, je vais juste renchérir. Tu as parlé du contrôle faible, puis c'est vrai qu'il y avait un contrôle qui était faible au niveau de qu'est-ce qui s'en vient, tu sais pas trop, mais juste au niveau du pace, donc du débit d'informations qui rentre. Tu n'as aucun contrôle en entrant en médecine. Et tu sais, maintenant, quand on regarde la première semaine de médecine, moi, j'ai trouvé ça énorme, la quantité de matière qu'il y avait dans la première semaine. J'ai frappé un mur cette semaine. Effectivement, c'était un changement drastique pour moi, le nombre de lectures, puis un petit peu de discipline qu'il fallait avoir pour y arriver. Puis, en regardant maintenant, tu sais, la première semaine, on apprenait la grippe, les symptômes, tu sais, la grippe puis le rhume. Puis, tu sais, un petit peu l'immunité, mais tu sais, pas non plus tant de matière que ça. Là. Ouais. L'autre chose que, en termes de contrôle, là, c'était tout l'enjeu des notes. Là. Nous, on est dans les premières cohortes de pass or fail. Ouais. Fait que c'est quoi l'impact de... En fait, avant, là, quand on parlait aux externes seniors, quand on était en première année, les vieux externes seniors, on se disait, OK, ben, ils nous disaient tout le temps, faut que tu aies des bonnes notes dans les cours parce qu'après ça va te permettre d'avoir un bon dossier CARMS. Puis là, nous, on est arrivés au CARMS. Puis toutes nos 2 premières années, tant que tu n'avais pas de major red flag, ça jouait pas tant que ça. Fait que là, il y a eu toute ce place-là où est-ce qu'on savait plus... On a perdu un peu nos repères. Là. On savait plus exactement ce que ça valait. Fait que tout le monde a commencé à se pitcher sur tout ce qui était parascolaire. La recherche. Puis là, le monde commence à se comparer. Fait que là, quand d'ailleurs, après la première année, puis il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la recherche et toi, tu n'en as pas fait, puis là, tu te sens mal. Il y a beaucoup de ça aussi en médecine. Puis tu vois le monde qui s'implique plus, puis il y a du monde que ça les rejoint moins, puis fait qu'ils le font moins. Puis il y a cette pression-là, puis ça contribue au stress aussi. Le peer pressure est vraiment présent. Ouais. Puis à travers tout ça, là on parle un petit peu de chacun nos expériences personnelles, comment chacun l'a vécu, mais est-ce que c'est arrivé justement durant la médecine, par exemple à Chicout, que des collègues sont venus vous se livrer par rapport à ça, qui sont venus vous dire à quel point ils sont en train de passer à travers un moment difficile, puis comment vous avez réagi à ça? Moi, il y a eu quand en janvier ou février dernier, il y a eu un autre cas d'étudiants décédés au Québec. Puis, bon, j'en ai déjà parlé dans les autres épisodes, mais j'étais impliqué au niveau de la faculté, puis j'avais lancé un peu une perche à certaines personnes pour savoir, bon, comment ça va, qu'est-ce que vous entendez dans la cohorte, puis il y a quelqu'un qui était vraiment venu me voir pour m'expliquer comme tout son vécu, tous ces moments d'anxiété qui avaient été en stage, puis un peu les breakdowns qui se passaient, que en surface, on savait pas, on voyait pas, il fallait vraiment que cette personne-là s'ouvre à moi pour que je sache. Ma réaction, bon, c'est quelqu'un que j'étais quand même relativement proche, là. J'étais allé quand même, j'étais là surtout pour le côté d'écoute. Par la suite, c'était un peu de refléter les éléments que moi aussi je vivais, qui étaient similaires quand même, puis de normaliser la chose, parce que j'en ai eu des moments là, que je suis revenu de l'externat, puis j'étais en pièces. Là. Puis c'est des éléments que je regarde en rétrospective en me disant, c'était pas si gros que ça, mais l'accumulation de tout le stress faisait que ça faisait juste comme, ça cassait quelque chose. Puis j'ai l'impression que plus j'en ai parlé de ça, plus on est beaucoup de monde à avoir vécu ces moments-là où est-ce qu'il y a juste quelque chose qui casse. Puis moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est quand je changeais de milieu de stage. Quand le stage finissait, je changeais de milieu. Ça me permettait de comme réparer un peu
cet élément-là, puis je devenais comme plus résilient de stage en stage par rapport à ça. Mais quand je parlais avec cette personne-là, c'était de voir... moi, ça m'a vraiment fait réaliser comme, mon Dieu, comme c'est quasiment la norme. Il y a tellement de monde à qui ça arrive, ces moments de cassure-là que... Puis, moi, après ça, ma réaction, ça a plus été d'aller au niveau de la faculté, puis de ramener ça à la faculté pour défendre les intérêts de santé mentale des étudiants, puis d'essayer de mettre en place des mécanismes pour aider les étudiants. Je sais pas, vous, comment vous avez vécu ça, ces éléments-là? Moi, j'ai déjà parlé à des personnes qui avaient plus de difficultés. Puis je trouve que... des fois, c'est difficile parce que toi aussi, tu t'en vis des difficultés, puis c'est surtout dans l'écoute que c'est aidant. Puis des fois, comme on dit, on a peu de contrôle. On a juste besoin de t'écouter, puis qu'on écoute les personnes, puis qu'on sache qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Parce que le problème, puis on l'a nommé un petit peu au début, c'est que on a donc l'impression que tout le monde est super sharp, ça va super bien, puis qu'ils sont en contrôle quand... on le sait pas vraiment. Puis quand on en discute, on se rend compte que c'est pas mal tout le monde qui a eu des moments difficiles. Peut-être pas au même moment, mais c'est vraiment tout le monde qui a eu des périodes qui étaient plus éprouvantes, là. Moi, à l'externat particulièrement, j'ai eu une période qui était plus difficile. Je pense qu'il y avait beaucoup d'accumulation de choses différentes en même temps. Tant au niveau de l'école, les exigences des stages, tant au niveau du fait qu'on n'avait pas eu de vacances. On avait eu une semaine de vacances dans toute l'année. Mm-hmm. Puis là, on était rendu de novembre-décembre. Ben, avec l'examen aussi de l'automne. Ouais, ça. Il fallait que tu étudies pour ça. Exactement. Puis après ça, il n'y a pas eu vraiment de pause. Fait qu'il y avait beaucoup d'accumulation de fatigue. Il y avait le CARMS qui s'en venait à grands pas. Il y avait des implications autres que j'avais. Puis là, tout ça ensemble, ça faisait en sorte que moi-même, j'ai vécu un moment beaucoup plus stressant. Je t'en ai parlé d'ailleurs. On s'en est beaucoup parlé. Puis juste ventiler avec des collègues, des gens de confiance, je pense que ça aide. Je pense que c'est pas toute la solution. Je pense que ça peut faire partie de la solution. Moi, j'avais également, puis c'est pas quelque chose que le monde parle d'habitude, mais moi, j'ai été chercher de l'aide. Il en parlait énormément. Si on a besoin d'aide, on peut aller en chercher. Je suis allé en chercher avec les assurances de la SEC qui étaient là. C'était comme... c'était plus difficile que je pensais avoir un peu de ressources, mais ça m'a aidé à avoir un moment, une fois par semaine, de juste en parler durant quelques rencontres. Puis juste le fait d'accepter que tu as besoin d'aide, on dirait que ça m'a aidé. J'ai pas eu le rendez-vous tout de suite. Juste accepter ça fait en sorte que tu peux plus t'ouvrir aux autres et dire « En ce moment, j'ai plus de misère. » Puis ça fait en sorte aussi que tu es capable d'accepter que, bon, en ce moment, ça va moins bien, on va se recentrer sur nous-mêmes, reprendre des forces, puis après ça, ça va mieux aller. Fait que ça, c'était important. Puis, tu sais, ça se peut qu'autour de vous, il y a plusieurs personnes qui consultent, qui sont suivies, puis qu'on ne sait pas. Okay? Fait que c'est pas gênant. C'est pas tabou du tout. C'est pas gênant, puis c'est pas non plus mauvais d'aller consulter puis d'accepter que il y a des moments où est-ce qu'on va avoir besoin d'aide, puis c'est correct. Ouais. Puis moi, de mon côté, c'était vraiment via ma copine dans le temps que... on est encore ensemble, on est fiancés, mais... Félicitations. Merci. Mais que à chaque soir, nous, on s'appelait. Puis pour moi, c'était un petit peu via cette plateforme-là que je me livrais à chaque jour de mes sentiments. « Ah, j'ai vraiment, vraiment bien fait aujourd'hui. Ah, ma journée de stage aujourd'hui, j'étais nul. J'avais aucune veine que je réussissais à mettre. Mes intubations, c'était nul, même à l'externat. » Fait que ça te donne, comme vous avez si bien dit, juste une oreille à écouter. Même ça peut être devant un miroir, mais c'est juste cette façon de livrer puis de mettre des mots sur tes sentiments qui permettent d'enlever cette pression puis ce sentiment que tu gardes tout à l'intérieur puis qui est si difficile à porter puis qui crée justement un certain cercle négatif de conditionnement.
Fait que je pense que c'est un petit peu vers là où on est tous d'accord, c'est qu'il te faut quelqu'un à qui parler, que ce soit des personnes de ta famille, des amis, de l'aide aux besoins. Il faut justement que tu aies cette plateforme parce que sinon, ça devient vraiment trop difficile de garder tout à l'intérieur. Ouais. Puis je voudrais juste faire du pouce là-dessus. Quand on rentre en médecine, on rentre dans un contexte, on est en cours, on voit comme toujours toute notre cohorte, puis on peut faire des affinités 1 à 1, 2 à 2, ou peu importe votre taille de groupe. Puis là, quand l'externat arrive, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé en me déplaçant beaucoup, c'est tu te ramasses soudainement très isolé parce que, par exemple, pendant le pré-clinique, j'étais beaucoup avec Alain, on se voyait énormément, puis on a passé la moitié de l'externat à des sites complètement différents, avec des horaires complètement différents, puis tu finis par avoir peu de liens avec les gens, peu de gens avec qui tu avais des liens profonds déjà. C'est toujours difficile de s'ouvrir à quelqu'un que tu connais peu, là, que tu viens de rencontrer comme dans le mois. Fait que ceux qui nous écoutent, qui seraient plus juniors là, en début de parcours, c'est peut-être à garder en tête les années sur les bancs d'école, c'est le moment de peut-être se faire des réseaux de support un peu plus vastes peut-être, juste pour justement être résilient pendant ces périodes d'externat que tout change à chaque mois, là, grosso modo, là, puis que tu sais pas si ton meilleur ami il va pas être rendu à Dolbeau pour ceux qui sont à Sherbrooke ou à Moncton, qui vont être à Val-d'Or pour ceux qui sont de Montréal. Il y a comme... L'externat, ça bouge beaucoup, puis vous allez avoir besoin de votre aide. Moi, je suis curieux pour vous, là, à part là, on a parlé beaucoup d'avoir des gens autour de nous. Y a-t-il d'autres choses des choses que vous faisiez qui vous permettaient justement de déloader la santé mentale, autre que juste avoir une oreille pour écouter? De mon côté, clairement, le sport a joué une grosse partie là-dedans. C'est une habitude que j'avais développée depuis le cégep, puis qui me permettait justement d'avoir mon heure ou mon heure et demie, 4-5 fois par semaine, pour complètement me déconnecter. Ça me permettait de sécréter des endorphines, puis d'aller chercher justement quelque chose qui fait en sorte que quand je reviens, je suis juste bien, je suis plus concentré, je suis plus disposé à faire mes tâches scolaires. Donc c'est clairement quelque chose que dès que je suis rentré en médecine, que j'ai insisté sur ça. Et quand je regarde en arrière, j'ai quand même été choyé d'avoir fait ma médecine à Chicoutimi parce que tu as beaucoup de temps qui se libère pour faire autre chose, que tu le veuilles ou pas. Tu n'as pas toute cette perte de temps que tu perds dans le trafic à Montréal. De ton isolement, moi, j'avais pas, par exemple, ma famille avec moi. Fait que ce temps-là, tu le réinvestis en autre chose. Fait que pour moi, c'était beaucoup le sport. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment beaucoup regarder du soccer, là, du football européen. Fait que pour moi, il fallait que je le fasse. Tu vois, les matchs du mardi ou du mercredi. Puis le samedi et le dimanche, je faisais rien d'autre à part ça avec mon beau petit déjeuner que j'avais préparé. Et ça me permettait justement d'avoir aussi des sujets de discussion avec mes amis dont j'ai gardé contact aussi à Montréal. Donc, il y a cette routine que tu développes qui te permet de te déconnecter de l'école et qui te fait juste sentir bien, puis qu'il faut vraiment, mais vraiment pas lâcher, malgré la charge de travail. Je vais renchérir là-dessus, moi aussi. Moi aussi, le sport, c'était important. Puis je pense que on dirait que dans les moments où est-ce que tu as le moins de temps, c'est les moments où est-ce qu'il faut que, peu importe la quantité de travail que tu as à faire, c'est là qu'il faut que tu te libères pour aller faire soit du sport, soit quelque chose qui te fait du bien, soit aller souper avec quelqu'un. Mais c'est dans les pires moments comme ça que cet investissement de temps-là sur toi faut la trouver, la place, va valoir tellement la peine. Ouais. Je sais que dès que je recommençais, que j'arrêtais un peu, puis là, je recommençais à avoir une course plus régulière, des courses plus régulières, ou aller au gym, plus en début de med, ben c'est là qu'on dirait que genre, je trouvais du temps où est-ce que j'en avais pas avant. C'est fou, hein? Ouais. Puis aussi, le temps, quand j'étudiais, on le sait un peu en théorie, que quand t'es plus disposé à étudier quand tu fais de l'activité physique, tout ça, mais honnêtement, moi, je trouvais que mes heures d'études étaient beaucoup plus efficaces quand j'étais actif. Actif puis bien aussi. Ouais. Absolument. Je suis 100% d'accord, là.
Même au préclinique, je trouve que ça valait la peine de faire ça, juste de partir fort sur ces routines-là. Mhm. Puis après ça, quand l'externe arrive, ben, on le sait qu'on aura moins de temps, mais au moins on a une base assez forte sur laquelle on est capable de se... Que c'est plus facile de juste garder que de repartir à neuf dans Exact. quelque chose que tu n'as jamais fait. 100%. 100%. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Puis c'est une des choses qui fait en sorte que moi, je trouve qu'en médecine, on est... la santé mentale, des fois, est plus laissée de côté. C'est que on se met de la barre super haute. Mm-hmm. Puis ça, c'est tout le temps. OK? Fait que peu importe le cours dans lequel on est, peu importe le stage dans lequel on est, on veut performer, puis on veut être le meilleur externe, le meilleur étudiant, savoir toute la matière par cœur. Puis je pense que c'est correct de dire que des fois, il y a des périodes où on ne va pas être à notre meilleur. Puis dans ces périodes-là, ben, donner des attentes qui sont réalistes. Mm-hmm. Puis une fois qu'on se donne des attentes qui sont réalistes, puis des points à travailler plus précis, ben, on a des victoires. Puis à chaque jour, on arrive... moi, j'arrivais à l'extérieur après des périodes difficiles surtout le premier mois, qui est très difficile, mais j'allais pas sortir de là R2 dans la spécialité. Mais il y a quand même des choses à travailler. Puis là, si je me focusais à travailler sur 2-3 choses que je savais que j'allais être capable, ben à la fin, je sors du stage avec l'objectif atteint. Si je me mettais en un trop grand objectif, ben ça aurait été un échec. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, on est hyper performant, tout le monde veut être comme le meilleur. Des fois, il faut juste baisser un peu les attentes puis être réaliste. Puis si on les dépasse, tant mieux. Si on les dépasse pas, ben pas être trop dur envers nous-mêmes. Mais comment tu changes cette culture-là? Parce qu'au final, c'est probablement ça... C'est du travail sur soi. Parce que c'est ça qui t'a amené, probablement qui a contribué une grosse partie à te faire rentrer en médecine. Puis comment tu changes cette culture-là de bottom down? Tu comprends? De l'individuel jusqu'au facultaire, tu vois? Je comprends ta réticence. Moi, une de mes évaluations que j'ai été surpris à quel point était bonne, c'est mon premier stage qui était... Ben, en fait, c'est mon stage qui était pendant les entrevues de résidence. J'étais avec une autre externe avec qui je m'entendais super bien. Puis on a juste décidé que on n'allait pas botcher, mais on allait arrêter de se stresser à être le meilleur, les deux. Puis on allait juste faire la job sans penser à comme de quoi qu'on avait de l'air. Fait qu'on n'arrêtait pas de niaiser, mais comme la job se faisait. Puis ultimement... Est-ce que vous vous en êtes parlé, ça, au début du stage? Ou non, bien ça s'est juste placé de même, mais on était juste dans une attitude ultra collaboratrice. Il y a comme presque pas de consultation qu'on a faite tout seul. C'était genre, moi, si je faisais comme la revue de dossier, elle allait questionner le patient pendant ce temps-là. OK, bon, ce patient-là, ça allait là. Puis ultimement, les patrons, ils l'ont remarqué, ils étaient comme, tu sais, vous aviez juste l'air d'avoir du fun, même si les deux, on voulait vraiment pas aller en chirurgie. On n'avait rien à faire de ce stage-là. Ça a juste paru très amical, puis il n'y avait pas d'histoire de compétition, il n'y avait pas d'histoire de bien paraître. C'est juste, hey, on est là pour apprendre ce qu'on a à apprendre, avoir du fun, parce qu'on est content d'être en médecine ultimement, mais comme... Puis pour moi, ça a été révélateur de... Puis je l'ai appliqué dans quelques autres stages par la suite de... Ça n'a pas besoin d'être une compétition contre moi-même ou contre les autres externes pour être le meilleur. Il faut juste qu'on a des choses à apprendre dans chaque stage. Puis il faut que moi, je me mette cette mentalité-là de je veux juste apprendre puis que ça se passe bien. Puis c'est quoi que tu veux en ressortir avec quoi? Puis il faut que tu te mettes des objectifs qui sont réalistes. Et je te comprends, tu sais. Puis surtout, au début de l'externat, on a moins, on dirait, un recul pour pouvoir mettre ces balises-là. Je pense qu'à la fin de l'externat, quand je savais dans quoi j'appliquais, il y a un stage particulièrement que, tu sais, upfront, la première journée du stage, tu discutes un peu des objectifs que tu veux atteindre. Puis moi, j'étais là, j'ai dit littéralement, mais ça, c'est pas une spécialité que je vais faire. Je vais probablement plus jamais y toucher. C'est la dernière fois. Je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher des... Tu sais, que je sois plus organisé dans ma structure, puis que je puisse être un petit peu plus indépendant en tant qu'externe. Mais tu sais, la matière... Genre, c'était comme entendu avec ma superviseure de stage que j'étais pas là pour apprendre toutes les pathologies de cette spécialité-là.
Puis honnêtement, ça aussi, ça a été un de mes bonnes rétroactions. C'est sûr que dans les sections que c'est plus au niveau de l'apprentissage, ben, il disait ben, il fait ses lectures, il y a un diagnostic adéquat, mais je dépassais pas les attentes en termes de connaissances dans la spécialité. Mais je pense qu'il y avait quand même des choses que je pouvais aller chercher, puis que ça a tellement diminué le stress dans ce stage-là. D'accord. Fait qu'on n'a pas besoin de le meilleur partout. On a juste besoin de mettre des objectifs qui sont réalistes, puis de se donner des victoires aussi. Ouais. Puis je pense que c'est le concept d'infaillibilité qu'il faut vraiment tacler. Le fait qu'on ne peut pas faire d'erreurs, puis que toutes les erreurs sont fatales ou sont problématiques. Je me rappelle qu'on avait, à Sherbrooke, on avait des cours réflexifs qu'on appelait RDPP. Et dans le cadre d'un de ces cours-là, on avait eu, je pense, un cours qui parlait justement du concept d'erreur en médecine. Puis on nous avait fait regarder une vidéo, un TED Talk qui était vraiment, vraiment pertinent. C'était un médecin qui faisait juste se clasher lui-même, puis qui révélait ses erreurs en tant que résident. Puis c'était pas des petites erreurs, là. C'était des grosses erreurs qui avaient un impact grave sur le patient. Et là où il voulait en venir, c'est qu'il faut aller chercher une certaine culture en médecine, d'être capable de dire tes erreurs. Puis je me rappelle, j'en parlais avec une résidente dans les dernières semaines, puis je me rappelle plus c'était quel département à l'intérieur de l'Université de Montréal, mais je pense que c'était aux soins intensifs. Tous les résidents devaient comme écrire une erreur qu'ils ont faite dans la semaine, dans un tableau. Puis ça venait juste contrer cette image qu'on est parfait, qu'on ne fait pas d'erreur, puis qui encourage cette divulgation des erreurs, parce qu'au final, tu te sens juste bien quand t'avoues que t'es faillible. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait s'inspirer éventuellement quand on va devenir patron ou pour influencer sur d'autres milieux de stage, de justement promouvoir cette acceptation de l'erreur, parce que c'est seulement grâce à ces erreurs-là qu'on apprend à the end of the day. Ça me fait penser, quand tu parles de ça, d'un audiobook que j'ai écouté récemment, qui est récemment, au début de l'été. C'est Adam Kay, This is Gonna Hurt, ou quelque chose du genre. Ouais. C'est un résident, là, l'équivalent d'un R5 en gynéco, qui parle de son expérience, puis c'est toutes ses entrées dans son journal intime qui décrit un peu ce concept-là de justement faire des erreurs. Puis, bon, lui, il y a quand même un enjeu politique derrière qui veut amener, mais ce que tu amènes là, qu'on n'est pas infaillible. Puis, tu sais, la société, je sais pas pour vous, mais quand je parle avec ma famille, il y a quand même cette image-là que le médecin est un peu... Il y a des attentes surhumaines. Il y a des attentes... Il n'y a pas genre... le droit à l'erreur. Exactement. Puis lui venait quand même bien déconstruire ça. Là. Si vous avez le temps d'écouter ça, ça vaut la peine. Je trouve qu'on peut y retrouver beaucoup d'humanisme là-dedans, puis de se rappeler que justement on est des humains, puis que ça va arriver des erreurs. Je le recommande. Ouais. Puis c'est vraiment pertinent si je fais juste un petit mémo sur mon programme de résidence en ce moment, mais en anesthésie, c'est quelque chose qui fait tellement partie des enjeux, parce que on gère des situations potentiellement de vie et de mort. On a des médicaments qu'on administre des fois à des doses qui sont limite toxiques, qui ont le potentiel d'induire la mort ou des effets secondaires vraiment graves. Fait que les patrons nous forcent à développer une éthique de travail si judicieuse, où on fait attention à chaque dose qu'on fait, à la préparation des médicaments, juste à la façon que tu colles ton étiquette de rocuronium sur ta seringue pour que tu puisses être capable de voir combien de millilitres tu administres en même temps que tu vois c'est quel médicament que tu administres. Fait que ça aide pas nécessairement à faire face à ce concept d'infaillibilité, mais ça fait partie un petit peu du game. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. J'aimerais avant qu'on se laisse, là, qu'on discute quand même des ressources d'aide qui existent. On a beaucoup parlé des proches, là, que c'est la première ressource d'aide qui est un petit peu universelle pour tout le monde. Si on voit un petit peu plus large, il y a beaucoup de programmes au Québec qui ont les projets Sentinelles, là, des gens du milieu qui ont été formés à dépister les gens qui seraient peut-être qui auraient besoin d'aide, puis pour prévenir des événements graves, tristes et compagnie.
Mais au niveau plus institutionnel, dans chaque université, là, il y a un bureau, un service d'aide à la vie étudiante. Là. À l'Université de Montréal, il y a le BAER là, qui est là pour les étudiants qui auraient des besoins. Il y a le service de la vie étudiante à Sherbrooke aussi là, qui sont là pour donner des services justement pour les étudiants qui seraient dans le besoin. On a Suicide Action à Montréal. On a le Centre de prévention des suicides. Donc, un numéro de téléphone là, qui est bon pour tout le monde, là, 1-866-APPEL. Si jamais vous avez des enjeux que vous voulez discuter ou que vous commencez à avoir des idées noires, là, c'est ouvert 24/7. Là. Je vous invite à communiquer là. Puis pour les gens aussi qui seraient témoins là, de compagnons de vie, de camarades de classe et compagnie que vous êtes inquiets, vous pouvez toujours appeler aussi à ces services-là là, pour avoir de l'accompagnement puis essayer de voir comment vous pouvez aider votre collègue de classe. Puis c'est ça, là. C'est surtout ceux-là que je voulais faire ressortir. Ouais. Puis si je me permets juste de lancer un cri du cœur à toutes les personnes qui écoutent, puis à nous-mêmes, puis à moi-même en premier, mais la médecine ne sera jamais plus importante que votre vie, puis que votre bien-être au niveau de votre santé mentale. Il ne faut jamais que ça soit le numéro 1. Et donc, à partir du moment où tu sens qu'il y a un mal-être à l'intérieur de toi, et il y en aura, il faut qu'il y ait une oreille qui t'écoute. Et si tu n'en trouves pas, ben, ces services-là sont là pour toi. Fait qu'il ne faut pas hésiter. Ils nous le disent dès le début. C'est pas une course, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Puis le marathon ne s'arrête pas au CARMS. Puis le CARMS, même si tu marches dans ta spécialité, c'est pas ça qui va te rendre heureux à the end of the day. Il faut vraiment qu'il y ait un travail sur soi puis de développer ces mécanismes de défense. Fait que, s'il vous plaît, ne vous isolez pas et utilisez les services qui sont présents pour vous. Et c'est un message pour moi-même en premier parce que la médecine sera jamais, jamais, jamais aussi importante.